messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Achi était à Korogo, dans la région du Poro. Il a mené une série d'activités. Le chef du gouvernement ivoirien a entre autres visité des plantations de coton et procédé à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo. Ce lycée vient renforcer l'effectif des centres de formation professionnelle existants. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale conduit une mission à Paris. Adama Kamara va présenter les mécanismes de la politique sociale en Côte d'Ivoire. Il a rencontré les diplomates et agents de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il leur a parlé du régime de la retraite complémentaire, son fonctionnement et ses enjeux. Les chauffeurs de taxis communaux de Yopougon ont entamé aujourd'hui un arrêt de travail. Ils sont en colère à la suite du décès d'un membre de leur coopération abattu hier à Jean-Paul II. Le transport est paralysé dans la commune. Les chauffeurs réclament justice pour leurs collègues. Enfin, en France, le Rassemblement national change de présidence. Jordan Bardella succède à Marine Le Pen à la tête du RN. Il a été élu ce samedi. Son élection intervient au lendemain de l'exclusion pour 15 jours du député RN Grégoire de Fournas de l'Assemblée nationale pour propos racistes dans l'hémicycle. Soyez les bienvenus sur RTI1. À ne pas oublier notre rendez-vous culturel de samedi. Aujourd'hui, on parlera littérature et nous avons invité pour cela un universitaire à la plume inspirante pour nous conduire dans cet univers livresque. Emmanuel Toby est avec nous. Il est professeur titulaire de poésie négro-africaine à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Poète, dramaturge, concepteur de l'Ivoironie, Emmanuel Toby a à son actif plusieurs ouvrages, dont Salomé, Guélénéné, son dernier né, Histoire de chronique dévoile son regard sur la cité. Bonsoir, professeur Emmanuel Toby. Bonsoir, Marilo. Alors, vous venez de publier, comme je l'ai dit, Histoire de chronique. On s'attendait à un ouvrage poétique, comme vous l'avez toujours proposé à vos lecteurs. Aujourd'hui, c'est la chronique que vous nous proposez. Pourquoi chronique? Merci, Marilo. Alors, il se passe que de la poésie à la chronique, on est encore en poésie. Mais cette fois, une poésie sociale. Je parle de cette poésie qui a un contact direct avec les faits sociaux et avec la société elle-même. Parce que c'est une poésie qui, dans un langage réel, décrit un fait réel, en parvenant toutefois à éveiller de la sensibilité, de par l'action inspirante de la culture et du civisme. Donc de l'abstrait à la réalité. De l'abstrait au concret. D'accord. Voilà. Donc en français facile, du rêve à la réalité. Du rêve à la réalité. Et ce sera tout à l'heure, puisque vous abordez plusieurs sujets dans vos chroniques. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Ça marche. Mais vous restez pour le moment avec nous. On va faire ce voyage ensemble. On ira maintenant à Korogo, dans la région du Poro. Le Premier ministre Patrick Achi a mené une série d'activités hier vendredi. Il s'est rendu dans des plantations de coton. Connaissez-vous les jacides? Vous en avez entendu certainement parler. Eh bien, il s'agit des insectes identifiés par les spécialistes du CNRA et qui s'attaquent aux plants de coton, menaçant ainsi la production. Eh bien, pour s'enquérir des dégâts causés par ces insectes, le chef du gouvernement ivoirien, à la tête d'une forte délégation, a visité des plantations de coton. Herman Guivé. Poste d'observation de Koissé, route de l'Ata, département de Korogo. Ce champ de coton, comme plusieurs autres d'ailleurs, a perdu de son lustre. Le coton, l'or blanc, dans ces champs, est devenu aussi rare qu'une tombée de pluie en période de haute sécheresse. Le coupable désigné de cette situation, le voici, un insecte, le jacide, petit par la taille, mais grand par le désastre. Il passe d'une tige de coton à une autre au gré du vent. Cauchemar des cotonculteurs qui ne manquent pas de le désigner comme l'ennemi public numéro 1. Les jacides, nous les appelons les ennemis. On voulait prouver au ministre que nous sommes des braves paysans. Mais avec cette maladie, vraiment, c'est le contraire. Et ce sont ces dégâts causés par ces insectes, les jacides, que le Premier ministre Patrick Achi, à la tête d'une forte délégation, est venu constater. Il se fait ici expliquer l'ampleur de l'action dévastatrice de ces insectes sur les plants de coton et leurs répercussions sur les revenus des planteurs. Nous avons effectivement été instruits par son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, qui a donc été informé de la situation qui prévaut actuellement dans le secteur du coton.
de venir par nous-mêmes, après que le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture en charge du domaine, lui ait fait un premier compte-rendu, de venir par nous-mêmes de voir l'ampleur de la situation, discuter avec donc l'interprofession coton, qui est structurée et assez bien organisée, il faut le reconnaître, afin d'identifier comment trouver une solution au problème des producteurs et des industriels à court terme, mais également avec le CNRA, c'est-à-dire les chercheurs, faire en sorte de trouver des solutions qui permettent que sur la campagne prochaine et les campagnes à venir, de tels phénomènes ne se reproduisent pas. Et je crois qu'après les entretiens que nous avons eus avec les uns et les autres, mais surtout le constat que nous-mêmes nous avons fait sur le terrain, je crois qu'on est capable de partir, je dirais, à Abidjan satisfait des informations que nous avons obtenues et lui transmettre fidèlement ce que nous avons vu afin que des décisions lui soient proposées pour décision. Face au constat que nous avons fait ici, je ne peux pas m'empêcher, en son nom, de dire aux populations que nous sommes avec elles et que cette situation le touche tout particulièrement et qu'il ne restera pas indifférent, il ne les abandonnera pas. Le contexte de sa vision, qui est la Côte d'Ivoire solidaire, le mot solidaire prend justement tout son sens dans notre présence ici. Si à des endroits ça va bien et qu'à des endroits ça ne va pas, il faut qu'ensemble on trouve le moyen pour que les uns et les autres s'entraident afin que toute la Côte d'Ivoire avance. En attendant qu'une solution soit trouvée pour résoudre le problème, la récolte du coton, cette année, se fera assurément au compte-gouttes. Voilà, et on garde l'espoir. Le Premier ministre Patrick Achi a également procédé ce vendredi à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo qui devrait accueillir 1000 apprenants. Ce lycée, sachez-le, vient renforcer l'effectif des centres de formation professionnelle existants. On retrouve notre reporter depuis Korogo, Herman Guivé. Le Premier ministre Patrick Achi procède à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo. L'édifice sera bâti sur une superficie de 13 380 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 1000 apprenants. De quoi réjouir le cœur des populations de la région du Koro qui ont tenu à traduire toute leur joie au chef du gouvernement. Un centre qui contribuera incontestablement à la valorisation de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, le lycée professionnel de Korogo, qui sera bâti sur un espace de 13 hectares, sera doté d'un internat. C'est un lycée professionnel industriel, avec cette filière de formation très technique, sera doté d'équipements de pointe, ce qui nécessitera une formation accrue des formateurs et du personnel d'encadrement. Ces infrastructures serviront à délivrer les enseignements pour la formation diplômante et en alternance. Mais les locaux permettront également de déployer les activités de l'école de la deuxième chance pour les formations qualifiantes de courte durée avec une insertion professionnelle rapide. Enfin, compte tenu de la position stratégique de Korogo dans le développement régional, ce lycée aura aussi un caractère international et à ce titre accueillera des apprenants et apprentis de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et même au-delà de notre région ouest-africaine. Un centre qui vient répondre aux besoins de formation des jeunes à venir de la Côte d'Ivoire. Oui, Korogo change, avance et se transforme. Korogo veut plus grand, plus haut, plus vite et Korogo a raison. En bâtissant des établissements de formation professionnelle dans de nombreuses agglomérations du pays, le gouvernement met en contact direct la formation de la jeunesse avec la réalisation de besoins de nos bassins d'emploi, en tenant compte le plus possible des activités et des économies locales, celles aujourd'hui et celles de demain. Le Premier ministre Patrick Achi a des mots particuliers pour les futurs apprenants. Ce qu'on est en train de construire, nous, vos aînés, sous le leadership du président de la République, c'est votre destin et votre avenir qui se construit. Vous êtes là pour savoir que c'est un lieu de savoir, que nous y avons mis du temps, de l'énergie, des ressources, pour que demain, vous puissiez faire mieux que nous. Et qu'après vous, les jeunes qui viendront fassent mieux que vous. Le centre multisectoriel de Korogo offrira des formations dans les filières suivantes: électricité et électronique, maintenance véhicules et engins,
chaudronnerie et soudure, mécanique agricole, mécanique moto, bâtiments et travaux publics, fluides et transformation agroalimentaire. Voilà, et lors de sa visite de travail dans la région du Poro, le Premier ministre Patrick Kachi, accompagné d'une délégation composée de plusieurs membres du gouvernement, a visité le CHR de Korogo, une visite pour s'imprégner de l'évolution des travaux en cours en prélude à la CAN 2023 que doit abriter notre pays les prochains mois. Et on va changer les régions. On se rend maintenant dans le sud Komoé où le président du conseil régional, Eugène Aka Awele, a eu une rencontre avec les populations de Bonoa. Et lors de cette séance de travail, il a parlé de paix, de cohésion et de développement. Et nous rapporte Abou Sanogo. Une rencontre de travail qui a réuni le président du conseil régional du sud Komoé, Dr Eugène Aka Awele, et les populations de Bonoa. Rencontre qui a essentiellement porté sur le développement de la région du sud de Komoé. Les populations dans leur ensemble se sont engagées à poursuivre le développement de leur région à ses côtés et ont reconnu qu'avec le président de la République Alassane Ouattara, Bonoa connaît un meilleur visage. Le président du conseil régional du sud de Komoé a exhorté les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat. C'est en toute liberté que vous avez décidé de construire ensemble votre avenir autour de votre nouveau président. Soyez conscients de ce qui vous attend. Sachez travailler main dans la main dans l'union, la cohésion, qui vous seront évidemment bénéfiques et contribueront au développement de vos localités. Soyez des modèles incontournables et la fierté de vos aînés que nous sommes. Jeunes de Bonoa, je voudrais dire que vous pouvez compter sur le conseil régional du Sud Komoé qui a inscrit en priorité dans sa mandature actuelle l'insertion socio-professionnelle des jeunes et l'autonomisation des femmes. C'est par le travail acharné que nous pouvons arriver à donner une vie meilleure à nos populations, comme le souhaite le président de la République. C'est pourquoi je ne saurais continuer sans rendre hommage avec vous encore une fois au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour ce qu'il fait pour la région du Sud Komoé. Dr Eugène Aka Awele a également rappelé les actions de développement menées avec le soutien des bailleurs et du président de la République Alassane Ouattara dans la localité de Bonoa. Et je vous invite à une autre rencontre, la journée internationale de la femme rurale qui vient d'être célébrée à Bondoukou et c'était en présence de plusieurs autorités. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, a indiqué au cours de cette rencontre qu'un appui conséquent sera accordé aux femmes rurales afin de faciliter leur autonomisation. Herman Niamie. Elles sont près de 5000 femmes membres de 84 associations et groupements féminins de la région du Gontougo qui ont pris part à la journée internationale de la femme rurale célébrée à Bondoukou. Cette célébration a été encore l'occasion pour les femmes rurales d'exprimer leur détermination à sortir de la précarité et de privilégier leur autonomisation. Il est vrai qu'après le 8 mars, rares sont les régions et structures qui se soucient des femmes rurales qui contribuent pourtant à provisionner nos marchés en nourriture et nourrir les populations. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles, se tient aux côtés des femmes pour l'atteinte de leurs objectifs, a indiqué son directeur général. Dans le cadre du brigadier sur instruction de M. le ministre d'État, il a été mis en place dans cette région du Gontougo 400 hectares de maïs, 350 hectares de maraîchers, tomates, aubergines, coco, 150 hectares de manioc. Il y a eu des intrants qui ont été distribués pour soutenir cette production, 600 tonnes d'engrais. La femme doit être magnifiée pour son dynamisme et son engagement dans la société, selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobena Kwasi Adjumani leur a donc promis des appuis substantiels dans le cadre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture Purga 2. Il a ainsi offert au cours de cette cérémonie 10 broyeuses mobiles avec générateurs, des dizaines de tricycles, des centaines de chaises et bien d'autres équipements. Ce que nous consommons, le riz par exemple, ce n'est pas nous qui le produisons. Il nous arrive de l'extérieur. Nous en sommes importateurs. Et ces initiatives nous amènent à assurer notre propre souveraineté en matière d'alimentation
Et c'est le combat que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est en train de faire. Le député de Bondoukour, Noël Kofi Maïzan, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans une trajectoire définie qui consiste notamment à faire l'inventaire des associations, les organiser, les structurer afin de leur permettre d'avoir une existence légale en faîtière pour bénéficier des ressources de l'État pour des appuis. Et hors de la Côte d'Ivoire, les premières journées ivoiriennes à l'île Maurice se sont tenues dernièrement et c'était à Port-Louis, la capitale. Cet événement vise à renforcer la coopération entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. Et le thème de ces journées, Côte d'Ivoire, Maurice, tisser des partenariats innovateurs pour une croissance partagée. Konaté Moussa. État insulaire d'Afrique australe, Maurice est situé dans l'océan Indien à l'est de Madagascar et au nord-est de l'île de la Réunion. Ce pays à fort potentiel touristique et agricole veut donner un coup d'accélérateur à ses échanges économiques avec la Côte d'Ivoire. Le commerce entre la Côte d'Ivoire et Maurice reste très minime, presque inexistant, et donc il y a du travail à faire. L'investissement aussi reste peu, mais les avantages que les deux pays offrent pour encourager les investissements sont là. Mon objectif est de saisir cette occasion pour donner des informations utiles à la communauté des hommes d'affaires de Maurice afin de les encourager à privilégier la destination Côte d'Ivoire pour leurs investissements. Pour relever ce challenge, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, ayant compétence à Maurice, initie les premières journées ivoiriennes dans la capitale, Port-Louis. Notre pays, sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a opté pour une diplomatie plus orientée sur l'éco-diplomatie par une action désormais axée sur une politique de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Représentant la ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, le ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana donne les enjeux de ces journées. Nous pouvons dire que la diplomatie ivoirienne se trouve désormais résolument axée sur la politique de promotion de la destination Côte d'Ivoire et l'origine Côte d'Ivoire, qui constitue une composante majeure de la feuille de route de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de Maurice ont paraphé un protocole d'accord qui boostera certainement la coopération économique entre les deux pays. Je vous convie à présent à la réunion régionale Afrique-Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement qui s'est ouvert et qui vient de refermer ses portes à Marrakech, au Maroc. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, y était pour partager son expérience. Le ministre Paulin Claude Danho en a profité pour s'enquérir des meilleures pratiques. L'enjeu est clair, faire des villes ivoiriennes des actrices majeures de la dynamique de transparence et de bonne gouvernance voulue par le partenariat pour un gouvernement ouvert. Mama Traoré et Adama Sangaré sont nos envoyés spéciaux au Maroc. Cette troisième et dernière journée de la réunion Afrique-Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert OGPI est dédiée aux échanges entre acteurs de la société civile et des collectivités territoriales. Chaque pays a l'occasion d'exposer sur l'implication de ces deux forces vives dans l'animation de la plateforme OGPI. En Côte d'Ivoire, les mairies tiennent un rôle crucial dans l'idéal de transparence et de bonne gouvernance promu par le OGPI. Dans la logique de l'OGPI, il est vraiment important que nous ayons la proximité entre les gouvernants et les administrés et la population. Et de ce fait, toutes les collectivités locales peuvent jouer un rôle fondamental parce qu'elles ont la possibilité d'être beaucoup plus proches des administrés dans certaines régions. Le budget participatif qui a été expliqué à tout le corps social. Et nous, en tant que gestionnaires de cité, nous nous sommes appropriés cette problématique, cette vision du gouvernement, et nous sommes en train de la diffuser auprès de tous les acteurs, notamment auprès des gestionnaires de cité, auprès des maires. L'État de Côte d'Ivoire s'apprête à lancer son 4e plan d'action national OGPI, où il est attendu une part active des gestionnaires de cité. Cette réunion de Marrakech est donc une aubaine pour l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Toutes ces expériences partagées et les bonnes pratiques acquises, nous pourrons donc renforcer notre force de proposition au gouvernement dans la mise en place du prochain programme.
C'est en 2015 que la Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert, ce après avoir satisfait aux critères relatifs à la transparence budgétaire, à l'accès à l'information, à la déclaration de patrimoine et à la participation citoyenne. Et on poursuit notre périple. Dans ce 20h, on part maintenant pour l'Europe. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale conduit une mission. Il est précisément à Paris. Adama Kamara va présenter les mécanismes de la politique sociale de notre pays. Il a rencontré les diplomates et agents de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il leur a parlé du régime de la retraite complémentaire, son fonctionnement et ses enjeux, et qui vise bien sûr à maintenir une qualité de vie. Le régime de retraite complémentaire s'exporte au-delà des frontières ivoiriennes. Ce produit innovant de l'IPSAC Graeux se déploie au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Le ministre Adama Kamara en est l'ambassadeur auprès des diplomates ivoiriens. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la ronde du social. Objectif, mettre en lumière la politique de protection sociale développée par le président de la République. Face aux diplomates et au personnel de la mission, le directeur général de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, Berté Abdraman, a présenté l'intérêt de la complémentaire. Elle permet notamment d'améliorer le niveau de la pension du retraité à travers une épargne sécurisée. Il s'agit de faire un effort de cotisation pour bénéficier d'une retraite confortable. Grâce à la haute vision sociale du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et avec le précieux soutien du gouvernement, l'IPSAC Graeux œuvre chaque jour dans l'intérêt des valeureux serviteurs de l'État pour faire de leur passage à la retraite une étape qu'ils abordent avec davantage de sérénité. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Bandaman, et ses collaborateurs adhèrent à cette réforme du système des pensions publiques. En Côte d'Ivoire, nous redoutons l'âge de la retraite. Et l'État de Côte d'Ivoire nous donne cette possibilité-là, avec la retraite complémentaire, qui peut constituer pour nous des pensions que nous avons tout le temps que nous vivons. Et en cas de décès, nos ayants droit peuvent être bénéficiaires de cette pension-là. Donc, je viens de faire mon adhésion. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rappelé les efforts déployés par le président de la République pour offrir à ses concitoyens une politique sociale à visage humain. Le président de la République tient à ce que ses représentants dans les postes diplomatiques, lorsqu'ils rentrent au pays, ils rentrent avec le niveau de vie qu'ils avaient. Et la réponse, c'est la souscription à la complémentaire par capitalisation. Et je pense que les diplomates avec lesquels j'ai échangé ce matin ont bien compris le message du président de la République, ont bien compris l'intérêt que le président de la République attache à leur confort. Ils sont, eux, mieux placés que quiconque, parce que vivant dans le pays de la protection sociale. La France est l'exemple achevé de modèle de protection sociale réussi. Et le président de la République, dans sa capacité d'anticipation, a conçu ce qui fait la fierté de la France pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a aujourd'hui un des meilleurs systèmes de protection sociale. Les premières adhésions ont été enregistrées. Le produit suscite un engouement au sein de la représentation diplomatique. Des dispositions ont été prises pour permettre au grand nombre d'adhérer. Le processus va s'étendre progressivement à toutes les ambassades de Côte d'Ivoire. Le reportage est réalisé pour vous par nos envoyés spéciaux Serge Coléa et Ulrich Adongon à Paris. Ici en Côte d'Ivoire, les chauffeurs de taxis communaux à Yopougon précisément ont entamé aujourd'hui, samedi 5 novembre, un arrêt de travail. Ils sont en colère à la suite du décès d'un membre de leur coopération abattu hier à Jean-Paul II. Le transport est donc paralysé dans cette commune. Les chauffeurs réclament justice pour leurs collègues, nous rapporte Jean Magagui. Yopougon, quartier Sable, Bel Air, Selmer, nouveau quartier. L'absence des taxis communaux à ces zones et carrefours, réputés pour leur forte affluence, se fait remarquer. Ce matin, difficile de vaquer à ses occupations et de profiter du week-end. La marche reste souvent la seule issue.
Moi, je suis sorti très tôt ce matin. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça qui s'est passé la veille. Donc, à mon retour, j'arrive à la gare Nord et j'essaie de venir sur le poumon, impossible. Bon, franchement, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que depuis 7 heures, nous sommes encore dehors. On n'est même pas encore arrivé à destination. Malheureusement, bon, ça cause beaucoup de désagréments. Tout à l'heure même, il voulait me rendre au niveau de Niangon, je n'ai pas pu. Donc, je retourne à la maison comme ça. Les conducteurs de taxis communaux ont rangé les clés de leur véhicule. Ils observent une grève après le meurtre la veille d'un de leurs collègues en situation de travail au carrefour Jean-Paul II. Protestations, sit-in se sont déroulés par endroits. Des véhicules de transport avec chauffeur VTC sont même refoulés au forceps. On essaye d'exprimer notre mécontentement pour dire que nous ne sommes pas contents. Parce que si à chaque fois, il faut tuer un chauffeur pour un oui, pour un non. Nous demandons pardon à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, la population en souffre, ils ne sont pas au courant, qu'ils nous comprennent. Et il faut que les autorités voient ça au clair. Sidibé, syndicaliste et transporteur, témoin des faits, revient avec ses amis sur les lieux du drame. L'individu est monté dans la voiture du chauffeur. Arrivé au carrefour Jean-Paul II, c'est un rond-point que les chauffeurs tournent pour dire. Bon, en tournant maintenant, il dit qu'il ne faut pas, le chauffeur va tourner. Et c'est dans les discussions, le chauffeur, pour ne pas que ça aille loin, le chauffeur est descendu de sa voiture pour qu'il puisse descendre pour aller. Et donc c'est dans ces échanges-là, en même temps il a fait sortir son âme et puis il a tiré sur le chauffeur. À Atekoubé, quartier Mossikro, c'est ici que vit la famille du défunt chauffeur. La victime était mariée et père de 2 enfants. Parents, amis et collègues, tous réclament justice. Moi, ce que je demande à l'État, il faut que la justice soit faite. Le jeune, il a 2 enfants, il a sa femme. Il n'a rien fait. Il faut que la justice soit faite pour servir de leçon aux autres qui veulent faire autant. Merci. Le suspect serait entre les mains des forces de l'ordre. Les investigations se poursuivent afin d'élucider les circonstances de la tragédie. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, en mission de terrain dans le département d'Ateguakro, non loin de Yamoussoukro. Depuis 2022, la réserve nationale a perdu une bonne partie de ses prérogatives, notamment clôture détruite, occupation illégale. Le gouvernement veut donc reprendre la main. Une visite de terrain est donc organisée par le ministre pour un état des lieux. On en parle avec notre reporter Kader Sogodogo. Les agents du groupe minier d'Iré en activité sur les 28 hectares des 2 réserves botaniques de Dekpa et Dekpa Extension. Ici, 200 arbres d'espèces protégées sont plantés. Une initiative de l'entreprise minière de la localité qui vise à préserver les espèces animales et végétales de la région. On a voulu prendre vraiment une empreinte verte, résolument verte. Donc, en plus de l'opération d'aujourd'hui, 200 espèces rares vont être plantées dans le cadre de cette célébration. L'occasion est bien choisie pour les populations d'Iré pour honorer l'entreprise aurifère pour son action citoyenne et de célébrer ses 3 prix d'excellence 2022 dans le secteur des mines. L'entreprise minière s'est vue récompensée par l'État de Côte d'Ivoire pour son respect total des obligations fiscales, sociales et environnementales. Les forêts Dekpa et Dekpa Extension s'inscrivent dans le cadre du projet vert de la mine d'or d'Agbaou à Iré. Voilà, c'était plutôt le reportage de Jean Magagui organisé à Logibois pour l'opération de planting d'arbres. On va maintenant partir pour cette rencontre concernant les PCA et cette rencontre s'est tenue récemment à l'initiative d'Antoine Nizako, PCA de la SODEFO et président de la conférence des PCA des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique de Côte d'Ivoire. Au menu de ces échanges, la présentation du bureau de la conférence des PCA et le lancement officiel des activités de cette association. On en parle avec notre reporter Jean Magagui. Élu le 21 juillet 2022, président de la conférence des présidents de conseils d'administration des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique de Côte d'Ivoire, Antoine Nizako, a procédé à la présentation de son bureau de 14 membres.
Sa mission, valoriser et donner une meilleure visibilité à la fonction de PCA, essentielle au sein des différentes sociétés d'État. Il était normal que je réunisse les PCA pour leur expliquer notre rôle qu'ils avaient peut-être partiellement et surtout l'objectif que nous dégageons. Nous sommes une association qui va porter ses fruits. Nous sommes professionnels. Nous représentons la personne suprême de la nation, le président de la République. Et c'est pour cela que, de manière générale, notre comportement, qui est majoritaire aussi, doit refléter la raison de notre existence dans une société d'État. Cette réunion a également permis aux participants d'établir un plan d'activité conforme au statut de l'association qui se veut fraternelle et évolutive. Aujourd'hui, il est demandé au PCA d'assumer l'autorité avec la grande diligence et le respect des règles et suivant les principes de gouvernance mis en place. Donc pour nous, c'est un enjeu capital. La conférence des PCA a été créée en 2016. Elle compte à ce jour 82 membres. Et à l'étranger, en France, le Rassemblement national change de présidence. Jordan Bardella succède à Marine Le Pen à la tête du RN. Il a été élu aujourd'hui président du principal parti d'extrême droite français. Son élection intervient au lendemain de l'exclusion pour 15 jours du député RN Grégoire de Fournas de l'Assemblée nationale à l'origine d'un incident de séance raciste dans l'hémicycle. Et nous sommes samedi. Place dans l'instant culture de ce 20h. Histoire de chronique, le nouveau livre publié par professeur Emmanuel Toby, spécialiste de poésie négro-africaine à l'université Alassane Ouattara. Il est également le concepteur de l'ivoironie. Je vous retrouve avec plaisir, professeur Emmanuel Toby. Merci. Tout de suite, dites-nous quel est le lien entre l'ivoironie que vous promouvez et les chroniques. Ça vous permettra aussi de définir l'ivoironie. Et pourquoi pas. Merci infiniment, Marie-Laure. Alors, pour tous ceux qui avaient de la réticence pour l'ivoironie que j'ai conçue, pour tous ceux qui avaient une vision floue pour ce concept, ils ont l'occasion, par la chronique, de toucher ce concept au vif. Parce que par la description d'un fait d'actualité de divers ordres, je présente le concept en apportant de la sensibilisation par le moyen de la culture et du civisme, deux notions majeures, deux notions inaliénables de l'ivoironie en tant que concept d'éthique et de didactique à la citoyenneté ivoirienne. Donc il n'y a pas de rupture entre l'ivoironie et les chroniques que vous rapportez dans votre ouvrage. Les deux entités s'imbriquent. D'accord. Les chroniques illustrent le visage idéologique de l'ivoironie en tant que concept d'éducation du citoyen. Que ce soit dans la poésie ou dans les chroniques, oui. L'ivoironie est toujours palpable. L'ivoironie est présente, voilà. D'accord. Alors c'est un style qui s'ajoute à votre plume. Je vais parler de la chronique. Qu'est-ce qui vous a poussé au juste à l'adopter? Ça va vous permettre de parler aussi des atouts de la chronique. D'accord, merci Marie. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que je reste toujours poète. Je demeure poète. Il y a un lien viscéral entre la poésie et moi. J'ai failli dire... Vous êtes un vrai passionné. Hein? Une lune de miel sans fin. Alors, j'ai voulu seulement frayer cette nouvelle piste qu'est la chronique, qui n'est pas un nouveau genre, mais qui est un genre littéraire un peu discret. En décidant de m'engager dans la promotion artistique de la chronique, j'ai voulu être un animateur social. L'on parle des animateurs culturels, il y a aussi des animateurs du social, les animateurs de la société. Parce que le chroniqueur se prononce sans grande fiction aux questions d'actualité, même aux faits divers. Et sans tabou aussi. Et sans tabou. Vous voyez que... Surtout vous. Non, c'est sans tabou, vraiment. Sans tabou. Alors, j'ai la personnalité, je suis reconnu de m'exprimer vraiment et sans tabou. Alors, ce qui fait la différence entre la chronique et la poésie, et aussi le roman et le théâtre, c'est que ces gens littéraires, dits classiques, dits grands gens littéraires, sont surtout enrobés par la fiction. D'où leur rapport avec la société sont un peu abstraits. Or, la chronique, j'ai failli dire, est la vision littéraire. C'est la concrétude pour prêter vos mots. Pas de l'abstrait au concret. C'est la vision littéraire, artistique du roman, de la poésie, du théâtre, qui sont eux-mêmes encore des grands arts, mais des arts abstraits. Dans notre jargon d'universitaire, on dira que
la chronique, le TD artistique de la poésie, du roman et du théâtre. Et en français facile? En français facile, c'est une pratique, c'est une concrétude. D'accord. Voilà. Et donc du rêve, on descend maintenant à la réalité. Justement, on va descendre dans votre ouvrage, Histoire des chroniques, avec nos reporters Serge Pacom Didi et Didier Nguessan, qui ont lu toutes vos chroniques. On va voir le résumé qu'ils en font et on en reparle. On suit ensemble. Histoire de chronique est une œuvre littéraire écrite par Emmanuel Tobi, professeur titulaire de poésie négro-africaine à l'université Alassane Ouattara. Dans cette œuvre de 136 pages, l'auteur dresse un regard de poète, d'humanisme et d'homme de culture pour éduquer les esprits. Dans l'histoire de chronique, l'auteur aborde des sujets comme le coronavirus, la guerre virale, la citoyenneté ou la contribution de la poésie à la réconciliation nationale. Il présente également son concept Ivoironie qui prône le rassemblement social. Emmanuel Tobi rend également hommage à certaines personnalités, en l'occurrence Didier Drogba, Ruth Gbagbo, l'abbé Pierre-Marie. Est-il si facile d'être chroniqueur sous nos cieux quand vous parlez d'aborder tous les sujets d'actualité sans tabou? Est-il si facile d'être chroniqueur aujourd'hui? J'ai failli dire que c'est à la fois difficile et facile. Tout est question de personnalité. Je pense que pour être chroniqueur, il faut avoir une personnalité dotée de 3 indices, 3 caractéristiques. Dans un premier temps, il faut être doté de griotique au sens de la verve littéraire. Il faut être tenu par une verve littéraire obsédante. Ensuite, il faut être doté d'un romantisme naturel, un peu de sensibilité quand même. Enfin, il faut être habité par l'amour du local, comme l'Ivoironie est la manifestation d'un amour du local. C'est seulement à ce prix qu'on est frénétiquement amené à se prononcer sur toutes les questions d'actualité, de sorte à apporter sa touche de réconciliateur. Voilà, et de citoyens. Voilà. On sent bien la passion en vous, justement la passion pour la chronique. Et vous l'avez dit, cette chronique qui nous permet, entre autres, de donner notre point de vue sur tous les sujets d'actualité. Alors, dans une chronique improvisée, vous avez le talent, je sais. Vous allez donner votre sentiment sur cette grande perte, malheureusement, qu'enregistre le monde littéraire. Il s'agit du décès de l'écrivain ivoirien Charles Nocan. Pour improviser, je dirais, Charles Nocan appartient à l'ancestralité de la littérature ivoirienne et africaine, et que Charles Nocan a tout écrit. Il aurait écrit jusqu'au bout. J'ai failli dire qu'il aura vécu à travers l'écriture. Il ne s'est pas que intéressé dans son écriture poétique. Charles Nocan ne s'est pas qu'intéressé aux faits de société et de culture. Il s'est aussi intéressé aux faits d'écologie. Il s'est intéressé à l'environnement. Je lis d'ailleurs à ce sujet consacré un article intitulé Charles Nocan, le marxiste, l'écologiste et le culturel. Charles Nocan devient ainsi une icône dans l'univers de l'intellectualisme africain et même mondial. Et on attend un ouvrage sur Charles Nocan. Et pourquoi pas, bientôt. Ça va paraître. Et d'ailleurs, on est fiers qu'il soit ivoirien. Merci beaucoup. Alors, dans l'une de vos chroniques, on va maintenant aborder quelques sujets de votre ouvrage. Vous allez prendre votre livre avec moi, tout comme nos téléspectateurs, qui peut-être certains ont votre livre. Alors, dans l'une de vos chroniques, à la page 23, vous posez cette question directe. Et si l'Afrique était la solution au corona? Oui. Alors, vous voyez que beaucoup ont cru que le continent africain disparaîtrait parce qu'on nous sait pauvres, parce qu'on nous sait incapables. Mais la réalité a contredit les prédictions scientifiques des plus avisées. On a dit que des corps joncheraient les rues, mais on a survécu. Alors, il se passe que le corona tel que les scientifiques nous le présentent est une échelle agrandie du paludisme. Or, nous, Africains, nous sommes accoutumés à ce maladie depuis les scènes de la mer. Et nous avons aussi nos pratiques traditionnelles. Nous avons des naturothérapeutes, des tradipraticiens qu'on peut mettre à contribution pour éradiquer, pour trouver la solution au corona. Je pense que la solution au corona peut venir de l'Afrique pour des questions d'évidence. Alors, et à la page 39, vous posez une autre question, à mon sens, très osée, audacieuse même, parce que vous demandez, faut-il brûler l'OMS? Oui, c'est un titre assez captivant pour inciter à lire. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que l'OMS aura montré ses limites et ses faiblesses à l'expérience mondiale du corona. L'OMS, à l'expérience du corona, a été le centre de plusieurs polémiques et de dissensions et de controverses. Alors je pense que, en me posant cette question,
Faut-il brûler l'OMS? Ce n'est pas nous inviter à brûler. Ce n'est pas à brûler au sens dénotatif. Oui. Mais ça nous a amené à repenser le système sanitaire international. Parce que l'OMS me paraît un peu fatigué. De toute façon, vous abordez largement le sujet. Oui. Voilà, on va donc laisser les téléspectateurs, ils vont déguster quelques lignes et puis comprendre justement les réponses que vous évoquez. Vous évoquez aussi la réconciliation dans votre livre, et c'est à la page 81. Vous parlez de morsures, d'éburnis d'Henri Nkomo pour la problématique d'une réconciliation nationale. Dites-nous, que doit-on en retenir pour notre pays qui s'attelle à relever ce défi concernant la paix, la cohésion sociale, la réconciliation? Je pense qu'on s'est entretué vraiment pour rien. On s'est entredéchiré vraiment et pour rien. Je pense que la solution aux crises, parce que par les morsures d'Henri Nkomo, par les morsures, il faut entendre les crises, les coups d'État, il faut entendre les affrontements, toutes sortes de déchirements. Et je pense qu'on peut les régler, on peut les crises électorales. On peut les penser PANSER, par la concertation, par le recours aux ingrédients culturels et par l'histoire. Parce que même dans la culture, il y a beaucoup d'ingrédients bénéfiques, comme les alliances interethniques. Je pense qu'on aurait pu, en priorisant la culture, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Donc voilà à peu près. D'accord. Vous vous sentez investi d'une mission pour notre société, professeur Emmanuel Toby? Oui. Parce que de l'Ivoironie, aujourd'hui aux chroniques, vous avez décidé de parler directement au cœur de vos lecteurs. Vous vous sentez investi d'une mission spéciale? La mission de soutenir l'humanité par l'écriture. Mon rôle, c'est d'écrire des concepts. Mon rôle, c'est d'écrire. Parce que Jean-Paul Sartre a dit que l'existentialisme est un humanisme. Et moi, je dis, comme par parodie, que l'intellectualisme est un humanisme. Je me sens investi de soutenir l'humanité par ma modeste inspiration. Voilà. Finalement, à vous écouter, on voit l'intérêt de la chronique qui permet d'évoquer tous les sujets d'actualité sans tabou pour vous prêter le mot afin d'éveiller les consciences, parce que quand on vous écoute aussi, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Comment l'intégrer, c'est-à-dire la chronique, officiellement dans les programmes d'enseignement dans nos universités? Je pense qu'il faut pratiquer les gens. Il faut qu'il y ait beaucoup d'artistes chroniqueurs. Il faut qu'il y ait des exégètes de la chronique. C'est à ce seul prix-là que la chronique pourra se poser en une maquette pédagogique. Alors, nous déjà, dans notre université de Bouaké, à San-Ouattara de Bouaké, on a cet instinct-là d'initier des pistes et nouvelles de création artistique et de sciences pédagogiques. Et j'aime chaque fois mettre mon laboratoire de recherche au service de cette cause. Et je failli dire, ainsi que ma plume. Voilà. Et je pense que en faisant la promotion de ce genre, ça finira par se poser. Et justement, avec cet ouvrage, Histoire de chronique, je pense que les cadres sont déjà lancés. C'est réglé. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Toby, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. C'est un plaisir de vous écouter. Et j'ai lu cet ouvrage, Histoire de chronique, avec beaucoup de passion. Je le recommande fortement au lecteur. Merci. Voilà, c'était le regard du poète sur l'actualité de son temps. On a parlé de coronavirus, il y a bien d'autres sujets dans cet ouvrage. Emmanuel Toby, concepteur de l'Ivoironie, s'est investi d'une mission, celle d'exercer la fonction de piété au chevet de sa cité. Une mission qui nous interpelle, pourquoi pas tous. Alors travaillons à chaque niveau à bâtir une société rayonnante, paisible et toujours souriante. Merci de nous avoir suivis. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Et ce 20h a été supervisé par Issa Tchonayeo. Merci à toute la régie là-haut et merci surtout à vous. À demain. Professeur titulaire de poésie.